pu venir ou bien voulu venir. Il y a eu assez peu d'inscrits. Je crois que ce système de diffusion a posteriori sur Internet ne favorise pas les déplacements. Les gens savent qu'ils vont pouvoir le regarder sur leur écran et ils sont moins tentés de venir écouter l'original. Je crois que je vais renoncer à ces machins pseudo-modernes dans l'avenir. Enfin bref, ça a son avantage aussi. Je vais vous parler de fiabilité aujourd'hui. C'est un concept très bizarre que les gens manipulent un peu à tort et à travers. Ils ne savent pas très bien ce que ça veut dire. On en parle depuis des centaines et des milliers d'années, mais il n'existe pas de méthode satisfaisante pour aborder le concept. Alors, a priori, ça correspond à la durée de vie d'un équipement, d'une construction, d'un ouvrage d'art, etc. Et la première remarque qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre cette fiabilité en relation avec les circonstances d'exploitation. On ne définit pas la fiabilité d'un équipement comme celui-ci de la même manière selon qu'il va rester dans un placard ou qu'il va être exposé aux intempéries, c'est évident. Donc ça doit faire référence, toute définition doit faire référence aux conditions d'exploitation, c'est une évidence. Je vais vous proposer un quiz qu'on corrigera ensemble à la fin de l'exposé. Ça va peut-être vous motiver. Regardez ces panneaux-là, c'est des panneaux LED complètement ordinaires que j'ai achetés il y a à peu près 1 an, à la place des tubes au néon qu'il y avait avant. Et je les ai achetés dans un magasin complètement ordinaire, fait poser par un artisan ordinaire, et il me donne toute satisfaction. Le point, c'est que je n'ai eu aucune nouvelle de l'installateur ni du constructeur depuis l'origine. Et la question que j'aimerais poser, c'est, en admettant que le fabricant veuille se soucier de fiabilité, quelles dispositions devrait-il prendre pour s'en assurer? Pour l'instant, il n'en a pris aucune. On reviendra sur cette question à la fin de mon exposé. Vous ne dites rien, là. Je vous sens bouillir. Non, mais les panneaux, c'est ça? Non, c'est les trucs là, les panneaux LED, qui sont complètement ordinaires, vous les trouvez n'importe où. Entrez. Salut Christophe, assieds-toi. Je viens à peine de commencer. Alors, le plus intéressant pour voir est de remonter un peu l'histoire et de regarder comment les choses se passaient pendant les civilisations qui nous ont précédés. Alors, l'exemple le plus remarquable, c'est le pont de Sommières sur le Vidourle, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le Vidourle, c'est un petit ruisseau dans les Cévennes qui a cette propriété. Bonjour. Je viens à peine de commencer, vous inquiétez pas. Vous avez le droit de retirer votre masque. C'est un ruisseau dans les Cévennes qui a cette propriété qu'il est à sec l'été, comme la plupart des ruisseaux dans les Cévennes, mais quand il est en crue, il charrie plus d'eau que la Seine en crue, de l'ordre de 2650 mètres cubes par seconde, ce qui est énorme. Et les Romains construisent un pont sur le Vidourle, dans la ville de Sommières. C'est l'empereur Tibère qui a construit ce pont, et il a plein d'arches, et il a cette propriété vraiment remarquable qui tient encore aujourd'hui. Ce qu'aucun pont bien né par la suite ne ferait, compte tenu des grandes variations dans les circonstances. Alors, la question se pose, il y a 2 questions qui peuvent se poser. Comment les Romains savaient-ils quelle était l'ampleur des crues? Parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur à l'époque, ils n'avaient pas d'école d'ingénieurs, à l'époque bénie. Et par conséquent, comment ont-ils su? La réponse, c'est qu'ils étaient sur le terrain depuis un peu plus de 50 ans. Ils avaient construit une voie, qui n'est pas la voie appienne, mais l'équivalent. Et donc, ils avaient pu regarder sur les flancs des coteaux quelle était la limite des eaux. Les crues majeures du Vidourle sont à peu près tous les 50 ans. Donc, ils avaient non pas de bons ingénieurs, mais de bons observateurs. Et ils avaient regardé quelle était la limite supérieure des crues, et ils ont construit en conséquence. Le pont tient toujours, c'est assez remarquable. Ensuite, la vraie raison pour laquelle
le pont tient toujours, c'est qu'il a été construit par des gens motivés. Et la raison pour laquelle les gens étaient motivés à cette époque-là, c'est parce que le Sénat romain avait fait adopter une loi, l'ex de majestate, la loi de majesté, qui disait que quiconque perdait une bataille ou ratait la construction d'un ouvrage d'art était considéré comme ayant offensé le peuple romain et il était immédiatement condamné à mort. Donc, dans ces conditions, ça stimule. On n'a pas envie de rater la construction. Quoi? Ben, il faut bien des supports sociaux. Là. Il n'y a pas que la technique, quoi. Si ça s'effondre, eh ben, vous avez offensé la majesté du peuple romain. Ça s'appelait comme ça. Ça s'est un peu perdu, ces choses-là. Il y a eu des moments dans l'histoire de France où on a eu un peu l'équivalent. Il y a un dénommé Vatel qui s'est suicidé. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi, j'ai cru qu'il s'était suicidé parce qu'il avait raté une sauce, mais j'ai appris que c'était à cause du poisson qui n'était pas arrivé à temps. C'était un dîner offert par Condé à Louis XIV. Et Vatel avait raté l'approvisionnement du poisson. Il était responsable. Hein? Ça se peut bien, oui. Bref, il s'est suicidé, ça ne se fait pas. Puis après, il y a eu l'épopée napoléonienne, dans laquelle il y a eu quelques actes de bravoure aussi. Voilà ce qu'en dit Victor Hugo. Carnage affreux, moment fatal. L'homme inquiet, c'est Napoléon, sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée. La garde, espoir suprême et suprême pensée. Allons, faites donner la garde, cria-t-il. Et lanciers, grenadiers aux guêtres de Coutil, dragons que Rome eût pris pour des légionnaires, cuirassés, canonniers qui traînaient des tonnerres, portant le noir colbac ou le casque poli, tous ceux de Friedland et ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leur Dieu debout dans la tempête, leur bouche d'un seul cri dit « Vive l'empereur !» puis à pas lents, musique en tête, sans fureur, tranquille, souriant à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise. C'est passé de mode, ça. Bref, il y a eu une époque où on considérait que ces actes de grandeur étaient nécessaires. Mais ils avaient un coût. C'est bien beau de mettre une loi de majesté, simplement il fallait avoir l'argent pour construire, les gens pour construire, etc., etc. Et ça n'a pas survécu aux civilisations qui ont suivi. Donc on peut dire avec le langage moderne que ça allait bien tant qu'on pouvait prendre des marges suffisantes. C'est comme ça que disent les ingénieurs à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, on ne peut plus prendre de marges suffisantes. Donc l'approche en majorant, comme on a fait pour le pont de Sommières, n'a pas survécu au millénaire. Alors, à l'heure actuelle, on verra qu'il y a plein d'outils, comme ceux que le CETIM et Raymond Buisson ont définis, ont développés, avec des eurocodes, avec plein de trucs, mais il y a aussi des inconvénients qu'on verra. Alors, on peut penser, donc, puisque ce que j'appellerais l'approche par le haut ne peut pas être maintenue pour des raisons de civilisation, on peut essayer une approche par le bas à la fiabilité, c'est-à-dire essayer de bien comprendre la structure des matériaux et voir dans quelles conditions on arrive à construire des trucs qui tiennent debout face aux intempéries, face aux agressions, face à tout ce qu'on voudra. Et la réponse, c'est donc essayer d'utiliser la physique atomique pour comprendre la physique à l'échelle de tout un chacun. Ça, c'est une question très intéressante qui a totalement échoué depuis qu'on essaye. Personne n'a jamais réussi à intégrer la physique de niveau n pour remonter à la physique de niveau n plus 1. Si vous descendez au niveau des corpuscules, des atomes, etc., l'intégration ne donne jamais de bons résultats. Donc, vous ne pouvez pas partir de la physique atomique. Je vous renvoie au livre de Feynman sur ces questions-là. Et ça n'a fait que se complexifier et s'opacifier avec les années parce qu'on en est maintenant à des considérations sur la mécanique quantique où on s'aperçoit qu'on ne comprend rien du tout. Et plus ça avance, et moins on comprend la mécanique quantique. Donc, il est exclu de l'utiliser pour concevoir un objet de dimension raisonnable comme ce micro ou cette caméra.
Donc, on ne peut pas partir par en dessous non plus, ni par au-dessus, ni par en dessous. Et on en est réduit à avoir une approche qui est à notre échelle, en quelque sorte. Mais on ne sait pas bien la définir. Alors, cette approche, disons, il faut bien voir d'abord que le concept de fiabilité, c'est-à-dire la résistance d'un équipement quel qu'il soit aux agressions externes, pour garder ce langage, est essentiellement de nature probabiliste. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire, par exemple, pour ces panneaux de LED, combien de temps ils vont durer exactement. Je reviendrai là-dessus. Mais la définition même de la loi de probabilité concernant la durée de vie n'est pas claire. Et vous pouvez prendre une ampoule et vous en faites... Oui, on ne sait pas le définir. Vous pouvez prendre une ampoule ou ce truc-là, et vous pouvez le découper en petits morceaux et faire tous les examens que vous voulez. Ça ne vous donnera pas d'informations sur la durée de vie restante, en général. Il n'y a pas de signe précurseur. Il peut y en avoir pour les pneus, parce que par exemple, il y a un dispositif d'usure, on voit que ça s'use et on sait combien de temps il reste, mais pas pour une ampoule. Dans la plupart des cas. Non, mais effectivement, il y a tellement de paramètres. C'est pas qu'il y ait beaucoup de paramètres, c'est qu'on ne sait pas les observer, on ne sait pas quel est l'élément qu'il faudrait observer. Bref. Alors, il y a eu une époque, donc c'est essentiellement probabiliste, mais on ne connaît pas les choses qu'il faudrait regarder pour comprendre cette loi de probabilité. Alors, il y a eu une époque, ça remonte à Laplace, dans les années 1780, 1820, dans laquelle on croyait que tout était fondamentalement déterministe. Voilà ce qu'il écrivait. C'est dans la théorie analytique des probabilités. C'est très intéressant, c'est radicalement faux, mais c'est très intéressant. Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, la position respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Et on a complètement renoncé à ce déterminisme à l'heure actuelle. On y a renoncé de manière grossière dès que Werner Heisenberg a énoncé le principe d'incertitude. Ça a été ça la rupture. On s'est dit qu'on ne pouvait pas tout connaître, alors qu'à l'époque de Laplace, on avait l'impression qu'on pouvait emmagasiner l'information, la traiter, faire les calculs, et que finalement, même la durée de vie de l'ampoule finirait par être connue si on y prenait suffisamment de temps et d'attention. Donc ça c'est très intéressant, en particulier pour nous, parce que ça gêne les ingénieurs. Les ingénieurs aiment bien pouvoir faire des calculs précis sur des données précises, y compris le septième, et le fait que la nature soit fondamentalement probabiliste les gêne. Et ils n'ont pas encore pris cette habitude. Alors, bien sûr, au niveau de la mécanique ordinaire, la plupart des choses sont fondamentalement déterministes. Si je pousse ce truc, il finira par tomber, et il finira par tomber toujours de la même manière. Par contre, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'erreurs méthodologiques qui sont commises parce que les gens croient, à cause du déterminisme, que pour qu'une expérience soit scientifiquement motivée, validée, il faut qu'elle soit répétable. Et en général, une expérience n'est pas répétable. Si je prends une pièce de monnaie et que je la lance 5 fois de suite sur la même table avec la même pièce de monnaie, c'est la même expérience, mais elle ne donne pas le même résultat. Donc ça, c'est une expérience grossière au niveau de l'homme, et vous pouvez la répéter sur la Lune, sur Mars, sur ce que vous voulez. Vous avez la même expérience, mais si vous répétez cette expérience, elle ne donne pas le même résultat. Donc le concept que vous lisez dans tous les journaux, selon lequel une expérience n'a de valeur scientifique que si elle est répétable, c'est-à-dire répétée dans les mêmes conditions, elle donnera les mêmes résultats, c'est faux, c'est tout simplement faux. Donc les ingénieurs, puis bien sûr les journalistes et les politiciens, n'ont pas compris les règles fondamentales des probabilités. Et dans ces conditions, ils ont du mal
à prévoir leurs décisions. J'aurais écrit, par exemple, lors de cette histoire d'épidémie, il était question en permanence de randomisation. Ils avaient tendance à refuser un certain nombre d'expériences, de faits d'expérience, simplement parce qu'ils n'avaient pas été randomisés. Pour eux, il fallait randomiser pour que, par exemple, les tranches d'âge soient équiréparties, les sexes soient équirépartis, les poids soient équirépartis, etc. Mais ça, c'est faux. Je veux dire que si vous laissez le hasard décider, il y aura un excès de l'un par rapport à l'autre. Le hasard ne recherche pas l'équilibre, au contraire, il prévoit des déséquilibres. J'en parlerai tout à l'heure, c'est les lois de Kinchin. Et dans ces conditions, il est faux d'espérer que quand vous aurez deux populations choisies au hasard, eh bien, elles auront le même nombre d'hommes et le même nombre de femmes. Il y aura un petit déséquilibre. Et le point essentiel, c'est que quand le nombre d'individus tend vers l'infini, le déséquilibre tend à s'accroître et non pas à se stabiliser. Je peux développer ça en une seconde, si vous voulez. Imaginons qu'on joue à pile ou face tous les deux. Et si vous gagnez, je vous donne 1 euro. Si vous perdez, vous me donnez 1 euro. La question est de savoir quelle est votre fortune acquise au bout de 1000 coups, d'1 million de coups, d'1 milliard de coups, etc. La plupart des gens croient que la fortune est zéro, que ça tend vers zéro. C'est la moyenne des gains qui tend vers zéro. Mais la fortune, c'est la somme de 1 à n des xk, où xk vaut moins 1 ou plus 1 selon qu'on a gagné ou perdu. Ben, elle va osciller, cette fortune. C'est-à-dire qu'il viendra un moment où M. Buisson aura gagné 1 milliard d'euros, et il viendra un moment, peut-être avant, peut-être après, où il aura perdu 1 milliard d'euros. Et on sait quel est l'ordre de grandeur du temps qu'il faut attendre. C'est les inégalités de Kinchin que j'ai un peu perfectionné et renforcé dans ce bouquin. Les probabilistes savent ça. Kinchin, c'était un mathématicien du début du XXe siècle. Les probabilistes savent ça, mais les ingénieurs ordinaires ne le savent pas et ils croient que la nature recherche toujours un équilibre, ce qui est faux. La nature procède par grands déséquilibres dont l'ampleur va croissant avec le temps. Par exemple, un cas d'application, vous prenez un terrain qui est divisé entre plusieurs petits morceaux où il y a des espèces qui se bagarrent, des lions, des tigres, ce que vous voulez, et vous avez tendance à croire qu'au bout d'un certain temps, il se produira un équilibre, c'est-à-dire qu'il y aura autant de lions que de tigres ou ce que vous voulez. Mais c'est faux. La nature, dans ces cas-là, prévoit que l'une des espèces deviendra dominante, puis après elle va perdre, ça sera une autre, etc. Elle procède par grandes oscillations. Ça, on n'y peut rien, c'est les lois de la nature. Et les probabilités, que vous le vouliez ou non, font partie des lois de la nature. Donc à partir du moment où les gens n'acceptent pas les lois de la nature, ils ont du mal avec la fiabilité. Ça, c'est une raison que j'ose qualifier de méthodologique et de non intuitive. Ils sont restés avec le déterminisme de la place et le fait qu'en théorie, il y a des équilibres qui se produisent et les deux sont faux. Les probabilités existent depuis environ 350 ans, ce qui fait que nous, à la SCM, nous acceptons volontiers de nous en servir. Notre grille de lecture, c'est Archimède, qui est mort en 212 avant Jésus-Christ, c'est indiscutable. Ensuite, ça devient de plus en plus discutable à mesure qu'on avance dans le temps. Ça s'arrête à Gauss, 1850, mais on accepte encore les probabilités qui ont 350 ans. Mais ce qui est trop nouveau, on a tendance à le récuser ou à attendre que ça vieillisse. Donc, il ne faut pas nous parler d'innovation et surtout pas dans le domaine des probabilités. Ça n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très intéressantes à tester. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a des apports intéressants. Enfin, il faut bien voir que cette histoire de pile ou face, si vous voulez, c'est l'unique cas dans lequel vous avez une expérience qui peut être formalisée au moyen de définitions, soit xk, une suite de variables aléatoires indépendantes à valeur plus ou moins 1, etc., et pour lequel vous pouvez réaliser l'expérience. Dans la plupart des cas, comme en mécanique par exemple, vous avez un corpus de connaissances qui sont empiriques, mais vous n'avez pas de fondement théorique derrière. Les lois qu'on a, vous allez peut-être me critiquer, j'en serais ravi, mais les lois qu'on a sont tout le temps des lois empiriques. Oui, pratiquement toutes, oui.
Et quand on a des lois qui sont des lois exactes, on ne sait pas faire le lien avec les vraies manifestations de la nature. Sauf les principes fondamentaux de la mécanique. Qui sont difficiles à mettre en application tels qu'ils sont parce qu'on oublie la partie relativiste, ou on oublie ceci, enfin même le mouvement des planètes n'est pas parfaitement connu. Oui. Non, mais dans la mécanique des ingénieurs de l'industrie, avec une approximation. Voilà. Ben là, l'autre pièce, il n'y a pas besoin d'approximation, c'est un résultat exact et vous avez le droit pour presque rien de le rejouer autant que vous voulez. C'est l'une des rares situations dans lesquelles vous avez la théorie et la mise en œuvre pratique qui sont simultanées et que vous pouvez critiquer les uns comme les autres. Mais les ingénieurs ont du mal avec une telle approche, quoi. Donc dire c'est fondamentalement probabiliste. Et alors bien sûr, maintenant, avec l'arrivée de la mécanique quantique, tout est devenu fondamentalement probabiliste. Donc la répétabilité n'est plus du tout une condition nécessaire de validité d'une expérience. On peut au contraire s'attendre à ce qu'aucune ne soit réellement répétable. Mais les ingénieurs n'ont pas du tout compris ça. Bon, il faut vivre avec. Alors, et à partir de... Donc, on a abandonné l'approche par en dessous, l'approche par en dessus, et on a essayé de faire des approches que je qualifierais d'empiriques, assez grossières, pour décrire, moyen de code de calcul, quelle était la durée de vie approximative de telle et telle situation basée sur un retour d'expérience. Donc ça, le CETIM et M. Buisson y ont consacré du temps. Il y a eu par exemple le développement qui est tout à fait significatif et bienvenu des eurocodes. Ça a commencé quand? Il y a une trentaine d'années de ça déjà. Donc on s'est mis à mettre du code de calcul en conserve qui permettrait aujourd'hui de définir la manière de construire un pont, par exemple, ou un circuit électrique, etc. Tout ça a été mis dans des codes de calcul qui ont plus ou moins été validés. Donc les ingénieurs considèrent qu'on a des connaissances suffisantes dans la plupart des cas pour définir correctement un nouvel équipement qui soit de nature circuit électronique ou un ouvrage d'art. Alors, on va se poser la question dans ces conditions, puisque notre civilisation fait ça si bien, comment se fait-il qu'il y ait des toits qui s'envolent régulièrement, des circuits qui tombent en panne ou des digues qui s'effondrent le lendemain de leur mise en eau, etc., etc. Vous vous souvenez sûrement de l'épisode à Roissy où il y a un terminal dont le plafond s'est effondré. Et ben, c'était une erreur de calcul. En fait, les catastrophes comme ça, c'est souvent que ce qui a été étudié et prévu n'a pas été appliqué correctement. Bon, il peut y avoir des négligences, mais il y a plus que ça. Très grossièrement, dans les années 70, on avait très peu de retours d'expérience sur la durée de vie des composants en général. Ouais. Et c'est essentiellement EDF qui avait pris le leadership à l'époque et qui avait défini un certain nombre de règles du style pour tel et tel type de composants, la durée de vie va suivre une loi exponentielle, va suivre une loi de Gauss avec tel et tel paramètre, etc., etc. Ils ne pouvaient pas faire autrement à l'époque parce qu'il n'y avait pas de retour d'expérience. Et puis EDF avait bien rédigé ça et EDF avait une très forte influence. Sauf qu'à partir des années 70, il y a eu un retour d'expérience. On n'a pas su l'utiliser, on ne sait toujours pas du reste maintenant. Et on est resté avec les règles, je ne veux pas dire imposées, mais proposées par EDF. Je vais en reparler dans un instant parce que j'ai un exemple concret à me mettre sous la dent. Et ces règles sont en sorte que les lois de probabilité sont de type gaussien en général, ou va-et-bulle, etc. Ça décroît très vite, comme c'est le propre d'une gaussienne. Et dans ces conditions, vous avez tendance à sous-estimer la durée de retour des phénomènes extrêmes. Toutes ces lois dites paramétriques que EDF a mis et qu'on utilise encore de nos jours sous-estiment grandement la probabilité d'un phénomène très fort à cause du fait que la probabilité décroît trop vite. Elles n'ont pas, par exemple pour le pont de Sommières, elles n'auraient pas pris en compte le fait qu'il y a des crues majeures tous les 50 ou 70 ans, de cet ordre-là.
Donc, on se trouve avec une représentation de la nature qui n'est pas conforme à la réalité. Elle est correcte pour la plupart de la plage, pour la plus grande partie de la plage d'exploitation, mais elle ne l'est pas aux extrémités. Nous-mêmes, nous avons été mêlés on l'est souvent, à une sorte de conflit, enfin c'était en justice, entre Vinci Construction Grand Projet et la Dréal, au moment de la construction de la voie ferrée qui va de Bordeaux à Paris. Elle existe maintenant. Et la question portait sur les crues de la Vienne et de la Creuse, là où la voie va traverser ces deux rivières, et de la durée de retour des crues majeures, et en particulier de la crue de projet, c'est-à-dire quelle crue fallait-il prendre en compte. Si c'était une crue extraordinairement importante, ça obligeait Vinci à construire un tunnel sous la voie, ce qui était extrêmement coûteux. Donc Vinci d'une part et la Dréal d'autre part avaient pris les données existantes sur les crues de la Vienne et de la Creuse et les avaient fitées sur des coins de table, mais ce n'était pas le même coin de la même table, les uns avec des lois de Gumbel, les autres avec des lois de Weibull, et ils obtenaient des résultats différents, sur lesquels, à partir des mêmes données, mais des données imprécises, parce que les crues sur la Vienne et la Creuse, c'est comme sur le Vidourle, il n'y en a pas beaucoup. La plus importante remontait à la Révolution, et quand on parle de crues, on ne sait jamais quel est le débit, on sait à peu près quelle est la hauteur d'eau, mais on ne sait pas quel est le débit. Bref, ils se bagarraient entre eux et on nous a dit, Flouch, reprenez le dossier, venez avec des calculs bien faits et dites-nous ce qu'il faut retenir comme crue de projet. Ce que nous avons fait, c'est dans mon bouquin sur les phénomènes extrêmes. Donc le travail consistait à vérifier les données d'origine et à arriver avec un modèle mathématique qui ne soit pas paramétrique. La seule hypothèse que nous avons prise, c'est que plus le phénomène était extrême, plus sa probabilité était faible, ce qui est quand même acceptable. Mais on n'a pas pris d'hypothèse paramétrique, c'est-à-dire dire c'est telle et telle loi. Bref, ça s'est terminé par le fait qu'ils n'ont pas eu à construire le tunnel en question, et tout le monde était content, et on a pris TGV, etc. Mais c'est un sujet, en quelque sorte, qui revient périodiquement, simplement par le fait que les phénomènes extrêmes sont mal pris en compte dans les calculs qui sont faits actuellement. Ça, plus l'incertitude sur les valeurs qu'on vient de considérer. Donc, c'est un boulot à réaliser à chaque fois. On en a eu plusieurs de ce genre-là. C'est intéressant. Alors, donc, les eurocodes ne sont pas faits pour être probabilistes. Ils sont faits pour être complètement déterministes. Ouais, c'est d'abord pour le dimensionnement. Oui, et ils mettent des majorations qui sont beaucoup plus raisonnables que celles des Romains, mais qui ne sont certainement pas... On ne peut pas mettre quelque chose de probabiliste dans un code de calcul, ça n'a pas de sens. Une fois qu'on a mis quelque chose dans l'ordinateur, c'est nécessairement déterministe, parce que l'ordinateur sort des valeurs précises à partir de valeurs précises. Il ne sait pas faire autre chose. Non? Si, mais c'est ça. En fait, là, tout à l'heure, vous parliez de l'avènement des eurocodes. En fait, les eurocodes, ça a commencé avec le développement du calcul numérique. Oui, ce n'est pas une critique, il fallait bien développer le calcul numérique, mais c'est devenu un dogme. Les ingénieurs aiment bien qu'il y ait 16 chiffres derrière la virgule et ils considèrent ça comme un progrès par rapport à 15 chiffres derrière la virgule, sans voir que dans la majeure partie des cas, les données ne sont connues qu'à 20% près. C'est un peu dur avec les ingénieurs. Non, c'est pas... J'ai vécu cette période. Moi, j'étais élève de Laurent Schwartz, et puis il y avait en parallèle Jacques-Louis Lyons qui développait l'école d'analyse numérique, et il a très bien fait de développer l'école d'analyse numérique, oui, sauf qu'il y a des tas de situations auxquelles ça ne répond pas. C'est une mode de civilisation que je ne critique pas, elle est complètement légitime, mais elle ne couvre pas toutes les situations. Et le thème de l'exposé d'aujourd'hui sur la fiabilité échappe au calcul numérique, c'est ça que je veux dire. Il échappe de manière fondamentale, structurelle. Vous pouvez avoir 2 fois plus d'ordinateurs avec plus de chiffres derrière la virgule, ça ne vous aidera pas à définir la fiabilité. C'est un sujet qui est fondamentalement probabiliste et qui ne se laisse pas définir par un code de calcul quel qu'il soit. Alors, les gens de EDF, avec qui j'avais de bonnes relations, disent « Oui, mais il suffit de faire des runs, des codes de calcul, en faisant varier tout un tas de trucs. » Sauf que, et ça, on le leur a reproché, l'autorité de sûreté nucléaire en particulier,
quand vous avez un code de calcul qui dépend de 40 paramètres et que chacun des paramètres peut prendre 10 valeurs, l'espace des configurations fait 10 puissance 40 comme cardinal. Et vous ne pouvez pas, si vous lancez 1000 runs ou 10 000 ou 100 000, c'est infime devant l'espace des configurations. Donc vous ne trouverez jamais les circonstances qui peuvent donner naissance à des emmerdements simplement en lançant des runs au hasard. Nous avons eu des contrats là-dessus et on n'a pas réussi à les convaincre. Je leur ai dit, mais enfin, ça fait 40 ans que vous êtes sur des codes du genre Qatar, vous devriez lancer des codes grossiers qui aient beaucoup moins de paramètres et qui soient enveloppes. Mais pour l'instant, ils ne sont pas dans cette logique-là. C'est une philosophie qui n'est pas celle de EDF, c'est leur droit. Ce n'est pas à moi de leur dicter leur approche. Alors, qu'est-ce que font les industriels en ce qui concerne la fiabilité? Ils ont une approche, alors c'est la fiabilité, par exemple, de leurs équipements, de leurs machines, ou bien des produits qu'ils vont vendre, comme ces trucs-là, etc. Dans la plus grande partie des cas, je pense à Peugeot, par exemple, c'est couvert par une garantie. C'est-à-dire qu'ils ont fait des calculs, comme Peugeot vend beaucoup d'automobiles, il sait quel est le nombre pour lequel il va y avoir un retour à la garantie dans les 2 ans et combien ça va leur coûter. Et ils ont dimensionné cette garantie en fonction de ça. C'est totalement empirique et des fois, ça se mord la queue. On a eu un contrat avec Peugeot consistant à essayer de voir, imaginez par exemple qu'une boîte de vitesse de 307 tombe en panne. Il y en a un certain nombre comme ça qui tombent en panne. Et le but du contrat, c'était de prévoir qu'il y aurait une espèce de vague de panne de boîte de vitesse de 307 pour y remédier et mettre sur le pont suffisamment d'ingénieurs et suffisamment de pièces détachées pour assurer la réparation. Ils n'avaient pas réussi à prévoir qu'il y aurait cette vague d'emmerdement, mais elle se produit de temps en temps. Et ce qu'ils nous avaient demandé, c'était un early warning system qui permet d'anticiper le fait qu'un petit nombre d'emmerdements allait déboucher sur un grand nombre d'emmerdements. Ce qui était assez facile à faire mathématiquement parce que c'est des grandes séries de toute manière. Donc, on ne peut pas dire qu'ils maîtrisent le sujet sur un plan purement probabiliste. Simplement, de temps en temps, ils se disent qu'il y a des emmerdements. Je ne crois pas que ça affecte durablement leur chiffre d'affaires et de toute façon, ils n'y peuvent rien. Donc, il y a cet aspect-là, en quelque sorte, la garantie qui est celle que la plupart des industriels utilisent pour un produit qui est mis sur le marché. La durée de cette garantie peut être variable. J'ai lu quand j'ai fait poser ces trucs-là qu'ils étaient censés fonctionner. Ce n'était pas marqué garantie, mais ils étaient censés fonctionner 30 000 heures. Je m'étais dit, mais 30 000 heures, ça fait beaucoup. Puis après, j'ai divisé ça en années et j'ai constaté que ça ne faisait pas beaucoup du tout. Il n'y a pas une vraie garantie. En plus, tout ça coûte, je ne sais plus, 50 ou 100 euros par pièce. Donc, ce n'est pas une fortune. On ne va pas faire appel à la garantie parce que ça tombe en panne. On fera remplacer, puis c'est tout. Donc, il y a cette notion de garantie qui est, je dirais, plus commerciale que réelle et probabiliste. Personne ne sait exactement, faute de retour d'expérience, évaluer correctement quelle devrait être la garantie et ses modalités d'application. En tout cas, les associations de consommateurs les réclament. C'est le niveau zéro, en quelque sorte, de la réponse à la fiabilité. Vous ne pouvez pas estimer la fiabilité, mais vous pouvez offrir une garantie. C'est mieux que rien. Et ça, les industriels le font. J'imagine que pour un certain nombre d'entre eux, ça va leur coûter très cher, mais c'est rendu nécessaire par la législation. Mais en réalité, ça se recoupe avec la prévision de la durée de vie. Maintenant, quand on construit quelque chose, on calcule souvent la durée de vie. C'est plus compliqué que ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la garantie, en général, est là parce qu'il y a des concurrents qui proposent un produit du même genre. Ensuite, on voudrait bien que le consommateur se débarrasse de l'objet au bout d'un certain temps. On ne va pas le garantir 20 ans si on peut ne le garantir que 2 ans. Oui. Mais à côté de ça, il y a le constructeur, lui, en général, pour savoir où il va, ce qu'il calcule, c'est la durée de vie. Quand il le sait, quand il en est capable, lequel dépend de... C'est là qu'il y a eu des progrès, des calculs. C'est basé sur toute
toute la connaissance sur la fatigue des matériaux. Oui et non. On a travaillé avec Peugeot. Ils nous ont dit au début, nous ne sommes pas capables d'évaluer la durée de vie de nos véhicules parce que tant qu'ils sont sous garantie, le garagiste nous informe des pannes, mais quand c'est plus sous garantie, le garagiste ne nous dit rien. Alors, ils ont négocié avec le garagiste pour qu'il ait un logiciel qui renvoie à Peugeot les conditions de panne, etc., etc., ce qui leur a permis d'améliorer le suivi. Avant, ils n'avaient pas de suivi au-delà des premières années. Mais ça, c'est un vrai problème dont je parlerai tout à l'heure, si vous voulez, la récupération de l'information. Et puis, vous avez aussi, alors on a eu l'occasion de travailler avec des industriels sur cette question-là, la question de leurs propres équipements qui tombent en panne, alors qu'ils ne devraient pas tomber en panne, et l'industriel ne dispose pas d'un système d'information suffisamment robuste, étayé, qui lui permette de dire ben ça n'aurait pas dû tomber en panne, voilà la durée de vie qu'on aurait attendue, et voilà ce qui se produit. Alors que dans un certain nombre de cas, ça devrait être contractuel. Donc ça, c'est toujours difficile. Et les rares fois où on a pu travailler vraiment avec l'industriel, on s'est rendu compte que même quand les données étaient de mauvaise qualité, ça permettait d'avoir une estimation des durées de vie. Je vais prendre un exemple. On a eu un contrat avec RTE, Réseau de transport d'électricité, sur la durée de vie d'équipements qui s'appellent des sectionneurs. C'est des gros disjoncteurs. Et la question, donc, ils avaient une politique de maintenance qui était telle puissance, je les remplace tous les 30 ans, telle puissance, je les remplace tous les 40 ans, de manière assez arbitraire comme ça. Et ils nous ont donné la liste des sectionneurs pour la France entière avec la date de pause approximative, parce qu'ils ne savaient pas tout, et les principales interventions approximatives, parce qu'ils ne savaient pas tout. Et on a calculé quelle était la durée de vie, et on a montré qu'ils remplaçaient dans l'ensemble ces équipements beaucoup trop tôt, et que ça leur coûtait plusieurs dizaines de millions d'euros par an en maintenance inutile. Ils auraient pu les laisser vieillir un peu plus, quoi. Et à partir de là, on leur a dit aussi, ben, c'est dans telles circonstances, par exemple, ceux qui sont au bord de mer, c'est ceux-là qui sont les plus fragiles, c'était une évidence, quoi. On arrive, même avec des données qui étaient de mauvaise qualité, on arrive à faire des raisonnements qui permettent d'améliorer l'existant en termes de politique de maintenance. Ce n'est pas extraordinairement difficile, donc j'incite tous les industriels, même s'ils ont des données anciennes et qui sont dans le bas d'une armoire et qui sont mal foutues, d'exploiter ces données-là pour arriver à en déduire quelque chose sur la durée de vie. Mais dans bien des cas, les données n'existent pas du tout. Alors, il faut construire d'abord le système d'information qui permette. Et on a du mal, c'est très intéressant, parce que c'est des péchés de civilisation actuelle, ça. On a du mal avec les industriels pour deux raisons majeures. D'abord, l'industriel s'en fout par principe et il voudrait se débarrasser de la patate chaude tant qu'il peut. Alors, il y a deux méthodes pour ça. La première méthode, c'est de faire appel à la sous-traitance. C'est-à-dire que, par exemple, EDF, ils achètent des espèces de petits moteurs ou des je ne sais plus quoi à un sous-traitant qui s'appelle Bernard Controls, je les ai rencontrés. Et les gens de Bernard Controls se plaignent de ne pas être informés par EDF des pannes de leur matériel. C'est-à-dire que quand il y a une panne, EDF téléphone à Bernard Control en disant apportez-nous un machin neuf, mais personne ne connaît l'origine de la panne et Bernard Control ne la maîtrise pas. Donc ils n'ont pas les moyens d'améliorer leur production. Il faudrait que, par définition, que ce soit celui qui produit l'équipement qui en soit responsable. Et ça, c'est complètement impossible pour des raisons contractuelles. C'est qu'à l'heure actuelle, Bernard Control n'a aucune responsabilité. On lui téléphone, il apporte l'équipement, puis c'est tout. Alors que s'il était responsable de la durée de vie des équipements, il faudrait qu'il y ait une clause contractuelle là-dessus. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et ils ont très peur d'avoir cette responsabilité qui les mettrait à un rang sans commune mesure avec celui où ils sont maintenant. Donc, il y a un consensus entre les deux joueurs pour ne pas modifier l'existant. En tout cas, il est évident que pour améliorer la compréhension des mécanismes de fiabilité, c'est celui qui conçoit et construit l'équipement qui devrait être informé des pannes. S'il n'est pas informé et que ces pannes sont simplement enregistrées par l'exploitant, le concepteur ne le saura jamais. Donc ça, c'est un point très essentiel qui est la sous-traitance. Et le deuxième point très essentiel aussi, c'est de votre faute, ça. C'est l'apparition de normes, de certification
qui ont dit, ben voilà, il suffit par définition que l'équipement satisfasse à la norme NBC 1, 2, 3, 4, 5, et à ce moment-là, on est tranquille, on a obéi à la certification. Et la plupart des gens avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, y compris dans des très grands groupes, m'ont fait remarquer qu'il y avait des usines parfaitement bien certifiées, qui avaient parfaitement bien explosé. L'usine AZF à Toulouse, elle était certifiée, je ne sais plus quelle... certification ATEX ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus, mais enfin, elle était certifiée. En fait, tous les grands sites comme ça sont certifiés. Il y a des visites du bureau Veritas, etc., etc. Mais mes amis dans l'industrie disent que c'est un cache-misère, on vérifie des choses formelles, mais on ne se pose pas les vraies questions. Donc cette certification automatique, en quelque sorte, elle est factice. Elle ne permet pas de se poser les vraies questions, parce que par définition, la certification ne porte que sur des choses qu'on maîtrise. Et le phénomène de vieillissement des composants, on ne le maîtrise pas, tout simplement parce qu'on ne l'a jamais analysé. Donc on a bien certifié les choses du style on s'est lavé les mains en rentrant, et puis celui qui monte et celui qui descend ne sont pas sur le même escalier, des choses de ce style où il faut fermer la porte et éteindre l'électricité en partant. Mais le nitrate d'ammonium, par exemple, que fabriquait l'usine AZF à Toulouse, c'est un engrais très connu. Oui, c'est de l'engrais ordinaire, mais c'est un point intéressant pour ce débat. Il devient explosif quand il est mélangé avec un certain nombre de trucs qu'on ne sait pas bien. Et moi, j'avais conseillé, après, on a eu quelques contrats pour essayer de comprendre ce qui s'était produit, et j'avais conseillé aux industriels de faire un plan d'expérience en essayant de faire varier les compositions en entrée. Vous faites varier chaque composition de plus ou moins 10%, et vous regardez quelles sont les propriétés en sortie. C'est le contraire de ce que font les industriels. Ils aiment bien normaliser leur process, rendre les choses les plus constantes possibles, et la nature fait en sorte qu'il y ait des variabilités dans ces compositions, et c'est quand il y a cette variabilité, qui en général est non voulue, hein, ça arrive, c'est quand il y a cette variabilité qui se produit des... Donc mon conseil, c'était faites en sorte d'imposer cette variabilité, vous faites un plan d'expérience, et puis vous testez, ça ne doit pas coûter des fortunes. Et je n'ai pas trouvé un seul industriel qui accepte cette idée-là. Donc, ensuite, par exemple, on a travaillé pour Eramet, ce n'était pas de l'explosif, c'était propriété des métaux, pour ArcelorMittal, etc. On leur a dit, mais peut-être qu'on pourrait améliorer votre process de fabrication en se servant des 2 ou 5 années d'enregistrement que vous avez et regarder quelles ont été les circonstances dans lesquelles ça marchait mieux qu'aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est normaliser le process en le rendant le plus constant possible. Et ils n'osent pas ou ils n'aiment pas faire varier les conditions en entrée. Non, ça c'est constaté. Ça. Oui, c'est constaté. En tout cas, nous l'avons constaté. J'ai eu quelques exemples d'explications qui étaient complètement légitimes. On a travaillé à un moment pour un grand industriel qui s'appelait à l'époque Matra BAE Dynamics, maintenant MBDA, et c'était le guidage d'un missile. Et on avait mis au point une formule d'amélioration du guidage qui faisait en sorte que le missile devenait beaucoup plus précis. Donc je m'entendais bien avec le directeur de la recherche, il avait apprécié ce qu'on faisait, c'était des méthodes probabilistes de correction, et je lui ai dit, mais vous allez mettre en œuvre ces formules qu'on vous a données dans votre prochaine génération de missiles. Il m'a dit, non, surtout pas, parce que si on doit changer les formules de guidage, il va falloir 50 travaux pour 250 personnes pour requalifier le missile. Et j'ai bien compris que ce n'était pas la même chose de produire un vrai missile dans une vraie usine et puis de faire des calculs sur un coin de table. Donc probablement ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la formule, il va la faire étudier en interne et il la mettra dans les prochaines générations quand ils auront digéré. Mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'un grand industriel comme ArcelorMittal ou Total change ses procédés de fabrication du jour au lendemain parce qu'il y a une dizaine de personnes qui leur a dit voilà la formule miracle, qui ceci, qui cela. C'est eux qui prennent les risques. Oui, et puis c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, oui. Processus industriel. Ouais. Néanmoins, ils pourraient faire un effort, c'est-à-dire qu'ils pourraient essayer, ils ont les moyens, ils ont des centres de recherche, ils pourraient faire des prototypes et patati et patata. Enfin, dans l'ensemble, ils ne font pas le moindre effort. Donc, vous avez cette notion de certification qui, en quelque sorte, vient bloquer la
réflexion sur la manière de s'y prendre. Ces deux obstacles qui sont le recours à la sous-traitance, ça consiste à se débarrasser de la patate chaude. Je me rappelle après Fukushima, on réfléchissait, Fukushima, donc il y a eu une explosion là, due à un tsunami, et on s'est rendu compte que des tsunamis du même ordre, il y en avait eu à cet endroit-là par le passé. Simplement, on les avait oubliés, on n'en avait pas tenu compte. Alors j'avais rencontré les gens d'Areva, je me rappelle, c'était une énorme réunion autour d'une énorme table, et je leur ai posé la question, mais enfin, quand vous vendez une centrale nucléaire à un pays tiers, comment savez-vous quelle va être la sismologie de l'endroit où vous construisez la centrale? Qui est responsable de cette analyse? Réponse unanime d'Areva, on n'en a rien à foutre, c'est le pays qui installe la centrale qui est censé avoir cette information. Et je leur ai dit, mais vous vous foutez du monde, si vous vendez une centrale à des gens qui n'y connaissent rien, ils vont être ravis de l'accueillir, il faut qu'il y ait un minimum de compétences. Ils m'ont dit, ouais, on va peut-être y réfléchir, etc. Puis ça s'est noyé dans le bruit ambiant. Donc, vous n'aviez pas à l'époque de volonté d'Areva de devenir compétent sur des questions comme quelle est la sismologie ou quelle est la probabilité de tel et tel événement dans tel et tel endroit. Ils considéraient que ce n'était pas leur problème, qu'eux, ils étaient juste là pour apporter un équipement qui était une centrale nucléaire. Ah ben, je vous garantis, j'ai participé à la réunion. Oui, non, mais je vous crois. Parce que dans le nucléaire, ils connaissent vraiment le sujet du séisme. Ils le connaissent très bien, mais l'attitude d'Areva, c'était « ça n'est pas notre problème ». Et j'ai rencontré ça très souvent. Ils se défaussent sur une autorité de sûreté nucléaire dans le pays tiers, et il va falloir équiper le pays tiers avec une autorité de sûreté nucléaire qui soit compétente, et patati et patata. La réponse des industriels sur ces questions-là, c'est « je refile la patate chaude à quelqu'un d'autre », ou bien je me mets en écran derrière des normes qui existent, mais surtout, je ne veux pas investiguer le sujet parce qu'on sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Hein? Oui, ben évidemment que c'est vrai, puisque je vous le dis, j'ai 26 ans d'expérience sur ces questions-là. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Dans la plupart des cas, ils refilent la patate chaude à quelqu'un d'autre, qui peut être un sous-traitant, qui peut être à la norme, qui peut être le pays tiers, qui peut être n'importe qui. Nous ne voulons pas le savoir. Nous voulons avoir notre périmètre. Nous savons fabriquer des centrales nucléaires. Le reste, démerdez-vous. Si vous n'en voulez pas, ce n'est pas notre problème. Donc ça, c'est quand même un obstacle que j'ai rencontré à chaque fois. Je veux dire, le travail que nous avons fait pour Vinci Construction Grand Projet, j'avais été ensuite rencontrer le directeur de la recherche, qui était tout à fait gentil. Il m'avait invité dans la limite de ses largesses, c'est-à-dire une pizzeria en face de son bureau. Et puis je lui avais dit, puisque vous avez des constructions de grande ampleur un peu partout dans le monde, vous auriez intérêt à vous renseigner sur la manière de gérer les phénomènes extrêmes. Il m'avait écouté poliment, mais il n'a rien fait. Il a considéré que ce n'était pas du ressort de Vinci. Pourtant, Vinci est un très grand industriel. Alors que capitaliser sur ces trucs-là, ce n'était pas à faire instantanément, mais ils auraient pu le comprendre, quoi. Il l'aurait probablement mieux fait si ça avait été de l'industrie au sens matériaux. Mais des probabilités pour la manière de gérer des phénomènes extrêmes, ils considéraient que ce n'était pas dans leur portefeuille. Il était charmant, je n'ai pas voulu discuter, ça ne servait à rien de toute manière. Quoi? Non, mais j'ai eu le droit à la pizza, puis c'est tout, quoi. On ne s'est pas revu depuis. Je ne sais pas s'il est encore en fonction. Ça n'a strictement aucune importance. S'ils ont le même enquiquinement une autre fois, eh ben, on aura peut-être un contrat, tant mieux, ce n'est pas un drame. Mais ils auraient pu, moi, c'est l'état d'esprit qui me choque un peu, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à accepter le fait qu'en particulier pour les phénomènes extrêmes, les mesures qu'ils ont prises risquent de se trouver insuffisantes et qu'ils n'ont pas la mesure des phénomènes extrêmes. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas si c'est tous les 20 ans, tous les 50 ans, tous les 100 ans, et par conséquent, ils font des calculs qui sont très empiriques. Et j'ai vu l'inverse aussi, j'ai eu un dialogue avec Pierre-Franck Chevet quand il était président de l'autorité de sûreté nucléaire. Après Fukushima, ils avaient voulu étendre la période d'observation des séismes. On devait regarder sur 2000 ans, et il avait dit on va regarder sur 4000 ans. Et j'avais dit mais tu te fous du monde, on ne peut pas documenter les séismes sur 4000 ans dans la mesure où on n'a pas l'information qui va avec. Donc tu peux mettre les réglementations que tu voudras, tu seras incapable de documenter ça. Ça va faire qu'alimenter les écolos qui vont réclamer davantage de suspension, de contrats, de chantier, etc., etc.
Bon, alors ce que nous avons vu récemment, on a eu un contrat avec Air Liquide qui fabrique des équipements pour des machins à hydrogène. Et ces équipements, c'est glass bulb, ça s'appelle. Ce n'est pas exactement des ampoules, c'est plus des équivalents de sprinklers. Ils sont censés éteindre quelque chose en cas de sinistre. Et ils nous ont dit la chose suivante. On a posé quelques milliers de ces bulbs, je vais appeler ça ampoule par commodité de vocabulaire, telle année, puis encore quelques milliers, puis encore quelques milliers, et aucune, pour l'instant, n'a pété. Elles sont toutes encore en état de fonctionnement, du moins le croyons-nous. Et nous aimerions que vous nous donniez la loi de probabilité de la durée de vie de cet équipement. Et je lui ai dit, mais il faudra attendre que toutes soient pétées pour qu'on connaisse réellement la durée de vie. Donc, s'ils sont de bonne qualité, comme je l'espère, ça risque de prendre au moins 50 ans. En outre, ça n'est pas du tout ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est avoir une estimation, une majoration de la durée de vie, et pas du tout la loi de probabilité complète. Ils veulent être sûrs, par exemple, pour pouvoir certifier leur équipement, qu'il fonctionnera encore dans 20 ans, mais s'il fonctionne encore dans 50 ans, c'est tant mieux. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre la connaissance de la loi de probabilité et l'estimation de la durée de vie. Leur besoin réel est très inférieur à leurs besoins supposés. Mais il tenait absolument à sa loi de probabilité. Et alors il avait regardé dans des bouquins, dans des normes, et il avait des fournisseurs qui leur avaient dit, à partir de là, en se référant à la norme NPRD 2016, vous pouvez en déduire que ça suit une loi exponentielle. Donc avec ça, toutes les autorités vont être contentes. Alors on a eu un contrat avec eux pour critiquer les approches des autres fournisseurs. C'était assez marrant parce que c'était bidon à chaque fois. Et j'ai écrit ceci, l'approche retenue par le second fournisseur est entièrement à rejeter. On a du mal à comprendre qu'Air Liquide puisse accepter une fourniture reposant sur une norme qui dit précisément qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. En effet, la norme NPRD 2016 dit précisément Data should not be used to form general conclusions or to guide policy decisions, parce qu'elle ne fait que recenser les durées de vie qui ont été observées sans les transformer en loi de probabilité, parce qu'on ne sait pas faire. C'est juste collationner les expériences que les industriels ont bien voulu transmettre. Donc là, le machin en question était complètement honnête, NRPD 2016, mais il disait dès le début, vous n'avez pas le droit d'utiliser le présent document comme appui à une politique, une prise de décision sur la durée de vie. Et c'est ça que Air Liquide avait mis en premier comme règle de décision au contraire. Alors, je ne sais pas où ils en sont, mais c'était mal parti, quoi. Il voulait absolument une loi de probabilité, alors ce n'est pas ça dont il a besoin. En probabilité, ça s'appelle en statistique, ça s'appelle des données censurées. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'information quand ça finit. La vie n'est pas finie et on sait que ces machins-là continuent à fonctionner. Donc on sait simplement que la durée de vie est supérieure ou égale à 3 ans, à 5 ans, etc., sans connaître une valeur exacte de cette durée de vie. Mais on n'en a pas besoin pour les applications en question. Donc on est amené sans cesse à essayer d'expliquer aux industriels comment présenter leur démonstration pour que ça soit convaincant. On a eu l'année dernière, en 2021 maintenant, un contrat avec Framatome sur ce qu'on a appelé la démonstration de sûreté des cartes de contrôle commande. Donc, une carte de contrôle commande, c'est un équipement avec plein de petits trucs à l'intérieur qui sont en général extrêmement simples. C'est des trucs de base qui sont utilisés depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et il s'efforce de démontrer la fiabilité des composants en disant tel élément, sa durée de vie va suivre une loi exponentielle avec tel et tel paramètre. Et on leur a dit, c'est pas ça qu'il faut faire. D'abord, c'est faux, vous n'en savez rien. Vous devriez plutôt dire que vous faites ça depuis 40 ans et que depuis 40 ans, il y en a tant qui fonctionnent encore et que vous savez réparer celles qui ne fonctionnent plus. Donc, s'appuyer sur un vrai retour d'expérience plutôt que de mettre des hypothèses mathématiques factices. Et ça, c'est lié au fait que les industriels vont être de plus en plus souvent confrontés
au fait que la population civile réclame de vraies démonstrations. Et quand elle ouvre les documents et qu'elle constate qu'il y a des démonstrations mathématiques complètement factices, elle a tendance, les écolos sont de moins en moins idiots, enfin ils connaissent leur métier, ils savent lire entre les lignes les hypothèses qui sont faites et ils vont râler. Donc on a plutôt intérêt à dire, moi je suis un industriel sérieux, je fabrique ces cartes de contrôle commande depuis 40 ans, j'en ai mis tant de milliers sur le marché et elles fonctionnent toutes encore. Voilà. Ça c'est beaucoup plus convaincant. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils faisaient. Donc on a repris ça et on a commencé par faire une critique de leur approche, et après quoi on a fait une vraie rédaction de ce que nous entendions par démonstration de sûreté. Ça, c'est l'évolution. Oui, mais ça, ils comprennent bien parce qu'ils ont des ennuis, ils sont obligés de changer leur démonstration de sûreté. Ouais. Non, parce qu'avant, la fiabilité, c'était tout calculé. Avec les mean time between failure, tous ces trucs. Oui, sauf que par exemple, pour les cartes de contrôle commande, ça se répare, mais pour les glass bulbs de Air Liquide, ça ne se répare pas. Donc vous ne pouvez pas parler de mean time, temps moyen entre deux pannes. Vous pouvez en parler pour une usine. L'usine tombe en panne, vous la réparez, elle repart, et puis elle retombera en panne. Donc ça a un sens de parler de mean time between failure. Mais pour un machin comme une ampoule, ça n'a pas de sens. Ouais, mais ça, les mean time between failure, il y avait tout un tas de... C'était des règles empiriques qui permettaient de les calculer. Ça fait partie de ces écrans de fumée dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les industriels se réfugient derrière. Il y a un vocabulaire qui est effrayant. Il s'est développé un vocabulaire parasite sur ces questions-là depuis une centaine d'années, dans lequel tout le monde se noie. Donc ils mélangent tout. Et quand on commence par leur dire, mais par exemple, le mean time between failure, ça n'a pas de sens pour une ampoule puisque vous ne pouvez pas la réparer, ils disent, ah mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je mette à la place de lambda? Ce dont vous avez besoin, c'est de l'estimation de la durée de vie de l'ampoule telle qu'elle existe. Ce n'est pas autre chose. On a du mal avec le vocabulaire. Donc, presque tous nos contrats consistent en une remise en cause de leur vocabulaire en le remplaçant par des trucs qui sont censés être de bonnes définitions. Et ce n'est pas évident du tout parce que l'ensemble de la profession s'est immergé. Enfin, c'est peut-être la faute d'EDF, j'en sais rien, mais enfin. En plus, vous avez le mélange entre l'anglo-saxon et le français qui ne facilite rien. C'est un vrai bazar. Quand vous êtes amené à regarder ces trucs-là, vous avez intérêt à reprendre les données brutes, comprendre quel est l'objet du contrat, enfin, de quoi ça parle, est-ce que c'est des ampoules, est-ce que c'est des cartes, et puis c'est pas la même chose, comment va-t-on le réparer, est-ce qu'on peut le réparer, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et après, vous construisez votre truc tranquillement, sans être pressé, mais vouloir appliquer une norme, alors la règle, c'est que vous trouverez toujours une norme qui s'applique et vous arriverez à convaincre une autorité de sûreté quelconque, d'où ensuite les ennuis que vous pouvez avoir, parce que c'est devenu une sorte de brouillard que n'importe qui touille pour cacher ses propres difficultés. Donc il n'existe, si vous voulez, je suis parti de l'approche par le haut avec les Romains, qui faisaient une majoration, ça a échoué pour des raisons de budget, en quelque sorte, on n'a pas les moyens de continuer comme ça. On a essayé l'approche par le bas, en essayant de comprendre la nature des composants intimes. On n'a pas réussi, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais c'est douteux. Donc, depuis environ 100 ans, un peu plus, on peut mettre à la place, environ 250 ans, on a adopté une attitude qui est essentiellement empirique, mais qui bute sur d'abord des difficultés sociales liées au fait que les industriels n'ont pas tellement envie, et surtout des difficultés scientifiques liées au fait qu'on ne dispose pas des vraies données, des bonnes données, et qu'on ne sait pas les touiller correctement, on n'a pas l'approche qu'il faudrait, plus la difficulté historique, qu'on est parti avec des règles empiriques imposées dans les années 1970 et qu'on n'en est pas encore sorti. Il y a ça, mais même pour des choses, on parlait tout à l'heure des Peugeot, on n'a pas la connaissance exacte de la durée de vie qui va être fonction de tout un tas de paramètres, bien entendu. Ça dépend de la manière dont la bagnole est conduite, du pays dans lequel elle est conduite, de l'état des routes, tout un tas de trucs. On y arrive, avec Peugeot, on y arriverait parce que il y a des grands nombres, les chiffres existent quelque part, on arrivera à faire convenablement des règles sur la durée de vie telle et telle. Alors, c'est facile pour l'équipement tout entier, la voiture tout entière,
Maintenant, si vous descendez au niveau des rotules, de l'alimentation électrique, etc., vous allez avoir plein de difficultés. Donc, on ne sait pas très bien. Ça, c'est une vraie difficulté aussi que je n'ai pas mentionné. Je ne sais pas si j'ai bien fait. C'est qu'on ne sait pas très bien à quel niveau de précision il faut se mettre. Air Liquide avait voulu faire ces calculs. Ils avaient commencé, ils avaient bien fait par regarder au niveau des usines. Quelles sont les usines dans lesquelles il y a le plus d'interruptions? Est-ce qu'elles sont sur tel continent, sur tel continent? Pourquoi? Ensuite, vous descendez au niveau des grands systèmes, puis ensuite des sous-systèmes, etc. Mais si vous voulez commencer au niveau des cotons-tiges, vous n'arrivez à rien. Donc, il faut commencer grossier. Mais si vous commencez grossier, on vous le reproche en disant, bah oui, mais vous êtes bien gentil, mais le fait que l'usine ait été arrêtée pendant 15 jours à ce moment-là, c'est pas ça qui m'aide. Moi, j'aimerais savoir que si c'est telle machine qui est tombée en panne et pour quelle raison elle est tombée en panne. Bref, il n'y a pas consensus en interne sur le niveau d'approche de l'événement en question. Je vais m'arrêter là avant de parler du quiz. La suite que nous envisageons, c'est la suivante. À l'automne, avec nos amis russes, s'ils veulent bien, on va organiser une conférence d'une journée dans laquelle il y aurait 6 industriels, 3 Russes et 3 Français. On a déjà fait ça avec eux par le passé, qui viendraient parler de leur approche. C'est-à-dire qu'ils viendraient dire, bah, chez nous, la fiabilité, j'ai pris l'exemple de Air Liquide par exemple, en France, qui viendrait dire, bah, chez nous, les problèmes liés à la fiabilité sont de telle et telle nature, et voilà comment nous les abordons. Donc c'est un degré de maturité qui est très différent d'un industriel à l'autre. Certains sont plus avancés, collectent bien les données, d'autres sont moins avancés, mais l'idée, donc moi j'ai fait une présentation vaseuse sur l'ensemble, maintenant il y aurait 3 exemples russes et 3 exemples français de mise en œuvre prête par des grands industriels. Pourquoi les Russes? Parce qu'ils sont à l'origine d'un grand nombre de résultats de théorie des probabilités qui sont utilisés dans ce contexte. C'est essentiellement des mathématiciens du début du XXe siècle, Kolmogorov, Khinchin, etc., etc. Donc, la théorie des probabilités moderne est largement d'origine russe, donc il est complètement légitime de les inviter. Alors, je vais maintenant, on vous tiendra au courant, la décision définitive n'est pas prise. Je reviens sur ce truc-là. Donc, vous avez la situation suivante, c'est des espèces de plaques. Ça tombe pratiquement jamais en panne. L'emmerdement, c'est que si ça tombe en panne, il faut les dessortir, les dessertir. Ce n'est pas évident à changer. Ça ne coûte pas très cher, quelques dizaines d'euros pièce. Et je n'en ai aucune nouvelle. Je veux dire qu'on les a installés. Ça a l'avantage de consommer moins que les tubes au néon qu'il y avait avant et de nécessiter moins de changements. Donc, j'en suis plutôt content. À votre avis, qu'aurait dû faire le fabricant ou son représentant, parce que ça doit être fabriqué en Chine, mais c'est vendu en France, qu'aurait dû faire le fabricant pour s'assurer de la fiabilité de cet équipement? Très grossièrement, et ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas suffisant, c'est nécessaire mais pas suffisant, parce que ceux-là vont être tributaires des conditions particulières de fonctionnement. Il ne saura pas parce qu'on ne sait pas ce qui s'arrête. En plus, c'est coûteux et si ça se trouve, le capteur va lui-même tomber en panne. On n'est pas sûr des emmerdes générées par le capteur, etc., etc. Il y a une solution très simple à laquelle personne ne pense, mais qui va dans le droit fil de mon exposé. Exactement. Le type aurait vu tous les mois, c'est trop, j'en aurais marre. Mais tous les 6 mois, il devrait me téléphoner en disant est-ce que vos machins fonctionnent correctement? Puis il me poserait 2 ou 3 questions idiotes du genre ça fonctionne dans des bureaux, vous n'avez pas eu d'inondation, il n'y a pas de secousses, vous les éteignez quand? Est-ce que vous en êtes content? Oui, on va vous offrir un sucre d'orge. Bref, il aurait dû téléphoner tous les 6 mois pour vérifier que son matériel était encore en bonne condition. En plus, j'apprécierais ça, c'est un geste commercial. Et personne ne l'a fait. Et alors que ça ne coûte rien. Il aurait pu téléphoner et puis téléphonerait à un panel représentatif d'acheteurs et il pourrait s'en servir commercialement. Les machins que j'ai vendus à telle date à la société de calcul mathématique fonctionnent encore et patati et patata. Ça servirait à alimenter son argumentaire commercial.
Personne ne l'a fait. Donc, ils n'ont pas d'informations précises sur la durée de vie de l'équipement. Et ils ne savent pas dans quelles conditions ça va péter si jamais ça pète. Alors qu'il y a une solution assez simple consistant à se documenter par un coup de téléphone. C'est pas toujours aussi simple, mais quand à partir du moment où il y a une volonté politique de le savoir, en particulier pour les gros équipements industriels, on arrive à avoir de l'information, déjà à conserver trace des pannes. Hier, j'étais chez Naval Group et ils m'ont dit qu'ils avaient des problèmes de qualité. Alors évidemment, un problème de qualité. Non, c'est à Paris, rue Victor Finlay. Ils fabriquent des sous-marins nucléaires. Donc le propre des sous-marins nucléaires, c'est que ce n'est pas en grande série. Il y en a moins que des 307. Et le propre aussi, c'est quand ils tombent en panne, quand les pièces ne sont pas les bonnes ou qu'elles ne sont pas bien ajustées, ça génère des retards dans les chantiers qui coûtent des fortunes. Et ils ont des problèmes, enfin on a eu des contrats avec eux par le passé, ils ont des problèmes de non-qualité qui sont pas réglés. Ils sont étonnants au niveau d'une entreprise de cette taille. Et surtout que Naval Group, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une start-up. Ils héritent de la direction des constructions navales. C'était la DCN dans le temps. Ils faisaient partie du ministère de la Défense. Ça a été nos premiers contrats à l'époque où on était une association, avant 1995. Je les connais un peu, ils sont tout à fait charmants et ils disent on a des problèmes de qualité. Mais la plupart des industriels se plaignent d'avoir des problèmes de qualité en ce sens qu'il y a trop de pannes, on ne sait pas d'où ça vient, les trucs ne s'ajustent pas, etc. Du genre, je reçois une pièce détachée, j'attends 3 semaines pour me rendre compte que les dimensions ne sont pas celles que j'avais commandées, ou alors je l'installe, puis j'en installe plein après, je suis obligé de tout retirer, parce que le premier que j'ai installé n'a pas la bonne forme, ou j'en sais rien. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un problème de compétence, perte de compétence. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait notifier tout, enfin avoir des plans bien précis, et ces plans ne sont pas à jour. Alors les ingénieurs regardent ce qui est écrit et ils font ce qui est écrit, ou plus ou moins bien. Il y a une certaine variabilité par rapport à ce qui est écrit, et puis ça ne coïncide pas avec ce qu'il faudrait faire. L'ordre écrit ne correspond pas à ce qui devrait être réalisé. Mais c'est étonnant dans des sociétés de cette taille-là. À la SCM, on considérait que c'est inacceptable, mais encore une fois, nous n'utilisons pas des solutions modernes. Nous n'utilisons que des choses qui ont 350 ans. Et on dit en mathématiques que quelque chose n'est considéré comme correct que s'il a été vérifié 7 fois de manière différente par 7 générations de mathématiciens. Donc on exclut toute approche qui soit un peu empirique, en particulier telle méthode de calcul nouvelle, etc. etc. On essaye, mais on ne considère pas que c'est un vrai contrat. On a du recul par rapport à ces méthodes. C'est pour ça qu'on nous passe des commandes de temps en temps qui sont des commandes de... Enfin, ce n'est pas des mathématiques au sens faire des calculs, c'est des mathématiques au sens écrire une démonstration. C'est-à-dire vérifier qu'on a pris en compte tous les cas possibles et que dans chaque... C'est ça une démonstration de sûreté. Il faut regarder tous les cas possibles, les lister et vérifier que dans chaque cas, on apporte une réponse qui soit appropriée. C'est l'équivalent d'une démonstration mathématique, mais dans un cadre en général qui est industriel. Et on râle en disant, mais là, dans ce cas-là, vous n'avez pas l'information. D'où ça sort? Comment savez-vous que, etc. Ah ben, on nous l'a dit, on l'a pris dans tel bouquin. Donc ça les oblige à être beaucoup plus rigoureux. Voilà. Donc merci de votre attention. Il y a un café qui est servi avec des petits gâteaux. Avez-vous des questions? Actuellement, avec le fameux Big Data, on parle beaucoup de maintenance prédictive. Oui. Et ça peut être en partie une réponse à la notion de fiabilité. Ça peut, si on arrive à définir correctement ce que c'est cette maintenance prédictive. S'il faut remplacer toutes les 20 minutes un machin qui n'a besoin d'être remplacé que tous les 2 ans, on perd son temps. Mais là encore, ça fait partie des travers de ce que j'appellerais notre civilisation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas comprendre, mais on a décidé qu'on allait opérer rapidement en se servant de données qui sont elles-mêmes non validées, approximatives, etc., selon un process qui intellectuellement ne tient pas la route.
grand bien leur face. Nous, ça nous vaut des contrats parce qu'une fois qu'ils ont essayé comme ça foire et ils reviennent nous voir. On est plutôt contents. On ne va pas se mettre à râler contre le big data, mais c'est encore l'un des travers de la civilisation. Les gens ont envie de réfléchir le moins possible. Pardon, excusez-moi. Oui, non, mais bon, cette notion de big data, c'est quelque chose de mystérieux. On ne sait pas trop. On n'a pas l'impression que ce soit vraiment maîtrisé. Par contre, la notion de détection à l'avance de risque de mauvais fonctionnement, ça c'est... Ça a un sens si vous mettez en place, c'est la discussion qu'on a eue hier avec Naval Group, il faut avoir un cas témoin. C'est-à-dire que vous avez un moteur, puis vous enregistrez un certain nombre de paramètres, puis au bout d'un certain temps, il pète. Et puis vous avez le même moteur, vous avez enregistré les mêmes paramètres, et il ne pète pas. Donc il faut savoir quel est le paramètre sur lequel il y a eu une différence. Vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez qu'un seul enregistrement. Il faut avoir une population saine et une population malade. Et ensuite, c'est notre boulot que de comparer et d'arriver à dire, dans tel cas, c'est tel paramètre qui a causé ou qui a témoigné de l'emmerdement qui s'est produit. C'est relativement élémentaire du point de vue statistique si on a l'information en parallèle, le bon avec le mauvais. Mais non, mais le sujet, c'est que la maintenance prédictive, ça ne s'improvise pas. Bien sûr. Il faut faire un travail d'étude préliminaire pour savoir comment réagit un équipement, une machine, une usine, aux différentes conditions qui peuvent provoquer des dysfonctionnements. Oui, sauf que dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin d'une information trop précise. Par exemple, la dernière fois que j'étais chez mon garagiste, il m'a dit, l'année prochaine, quand vous revenez, il va falloir changer les pneus arrière. Ça, c'est une information complètement prédictive que je trouve très saine. Et c'est son métier que de savoir et que de me le dire. Donc, il n'y a pas de difficulté parce que ça repose sur un corpus historique suffisant. Oui, mais utiliser la maintenance prédictive dans l'industrie, c'est par exemple avoir les avis des professionnels qui connaissent l'équipement pour pouvoir savoir sur quelles informations il faut se baser. C'était une étude importante, ça. Dans la plupart des cas, on n'y arrive pas. On a beaucoup travaillé pour des gens comme Veolia, le CEDIF, etc. Je n'en ai pas parlé là, sur l'inspection des réseaux, les réseaux d'eau, les réseaux de gaz, etc. Et les industriels n'ont pas l'information de maintenance permettant une maintenance prédictive. Simplement, ils constatent qu'il y a une fuite quelque part, une rupture, ça sent mauvais, il y a de la flotte qui sort, et à ce moment-là, ils vont réparer. Et déjà comme ça, ils ont du mal. Non, parce que c'est enterré, etc. Ils n'ont pas la connaissance qu'il faut. Les gens de chez Veolia m'ont expliqué que de temps en temps, ils reprenaient une ville nouvelle. Avant, c'était Suez, ONG, et maintenant c'est eux. Donc, ils n'ont pas d'informations sur l'état du réseau et on leur demande de planifier un budget qui va leur permettre d'entretenir ce réseau pendant les durées des 10 ans, les 10 ans que va durer le contrat suivant. Alors qu'ils ont très peu d'informations initiales. Ça, c'est vraiment difficile, ça. En plus, ce n'est pas comme ça que le problème se pose. C'est que quand, par exemple, le maire va décider de mettre un métro, il va faire des trous et des tranchées, et on va en profiter pour remplacer les tuyaux qui sont le long de cette tranchée-là. Donc, vous avez un effet d'aubaine. Vous profitez qu'il y a des trous pour remplacer les tuyaux par avance, etc., etc. Donc, ils ont vraiment du mal. Alors là, mathématiquement, on a du mal à établir un plan d'inspection et de réparation. L'inspection, ça consiste à dire, on va regarder avec l'œil, des appareils, et puis on va décider que tel truc est en bon état, tel truc est en mauvais état, avancé ou pas avancé, et puis on mettra un timing, suivant que c'est en mauvais état ou pas, on va décider qu'on intervient dans 2 ans, dans 5 ans, ou qu'on reporte, etc. Et c'est vraiment très difficile dans des cas comme ceux-là, parce que l'information est peu disponible. Nous l'avions fait avec Air Liquide sur des pipelines. On avait fait des inspections, on mettait des notes, on réinjectait les notes dans un système qui permettait d'aller examiner de plus près les pipelines qui avaient les plus sales notes. On arrive à le faire, mais à condition d'avoir l'information qui va avec, ce qui est complètement impossible dans le cas d'un réseau que vous venez de reprendre. En plus, on a travaillé pour le CEDIF aussi, Syndicat des eaux d'Île-de-France,
il y a une partie des canalisations qui date de Napoléon. C'est incroyablement ancien. D'ailleurs, ce n'est pas la plus mauvaise. Donc, dans ces conditions, arriver à décider quelle va être la fraction du réseau que vous allez réexaminer, éventuellement remplacer, ça ne peut pas être fait sur critères mathématiques. Ça peut être fait uniquement. Il faut se mettre d'accord avec le donneur d'ordre politique en disant c'est compliqué à expliquer parce que jusqu'à présent, ils s'étaient mis d'accord avec le pouvoir politique sur le fait qu'il y avait 10% de pertes, c'est-à-dire des fuites ou des raccords parasites, etc. Puis après, il y a eu la pression populaire qui a dit « Oh là là, on ne peut pas se permettre de gaspiller 10% de l'eau pure, il faut descendre à ça ». Donc c'est devenu un enjeu politique. Et le pouvoir politique a décidé qu'ils allaient mettre de l'argent pour essayer de réduire les fuites. Puis après, ça s'est perdu derrière autre chose et les fuites maintenant sont plus importantes que par le passé. D'autant que si vous ne faites rien, le réseau a tendance à se dégrader. Donc c'est très compliqué, il n'y a pas de ville pareille. Veolia a l'air de s'en sortir, ce n'est pas évident du tout. Et la part des mathématiques derrière la prise de décision est vraiment très faible. Le mieux, c'est de s'entendre avec le donneur d'ordre politique en disant écoutez, un peu ce que disait Areva tout à l'heure, mais là, je me mets du côté de Veolia. On n'a pas les éléments pour décider. Dès qu'il y a une fuite, une panne, un truc comme ça, on va réparer et on vous envoie la facture. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas dire on va avoir un budget de réparation décidé initialement, parce que si tout le réseau s'effondre, vu qu'il est en condition limite d'exploitation, vous ne pouvez rien faire. Je suis assez admiratif. Ils y arrivent, ils font ce qu'ils peuvent, et ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Là, ce qui rend les choses difficiles, c'est la méconnaissance du sujet en amont. Vous ne savez même pas en quoi sont faits les tuyaux, les canalisations, etc. Maintenant, ils ont des appareils, ils baladent des robots à l'intérieur qui permettent de savoir quel est l'état du jus. Ça a progressé. Ouais. Ça a progressé d'un côté, mais en vérité, en même temps, ils se font virer de plus en plus souvent. C'est-à-dire que les politiques aiment bien remplacer en régie, etc. Donc, vous avez de moins en moins d'informations rétrospectives en ce qui concerne l'historique. La prise de décision en milieu réel, surtout quand les politiques s'en mêlent, c'est peu mathématique. Nous essayons de travailler davantage avec les industriels eux-mêmes quand ils ne sont pas sous pression de rentabilité politique. D'autres questions? Bon, il y a un café qui est servi, là, je l'ai entendu bouillonner. Merci. C'est nous qui vous remercions. C'était un plaisir.